Le nom Haïti vient de l'appellation des Indiens taïnos qui signifie terre haute ou terre montagneuse. La superficie de ce pays est constituée à 75% de montagnes. Dans les hauteurs de la capitale d'Haïti, on respire. Ici, les mornes, comme on les appelle, sont encore verts. Ce n'est cependant pas le cas dans le reste du pays. En effet, le déboisement systématique a pris depuis longtemps l'allure d'une véritable catastrophe nationale. Conséquence, au XXIe siècle, manger et boire constitue toujours un luxe pour une bonne partie de la population qui croupit dans la misère. L'agriculture aussi a été délaissée depuis des décennies par les différents gouvernements qui se sont succédés. Pourtant, cette terre pourrait être cultivée d'une autre façon. À l'ère des organismes génétiquement modifiés, les OGM, produire autrement s'avère urgent pour la planète et il en est de même pour Haïti. Dans la brume à Fermat, non loin de la capitale, je retrouve François Benoît, un ancien tireur d'élite et homme politique qui s'est reconverti depuis plus de 20 ans dans la culture hydroponique. C'est lui qui, le premier, m'a fait découvrir et apprécier les salades de Boston que je retrouverai 2 décennies plus tard sur les étalages des marchés bio à Montréal. François Benoît a commencé à faire pousser ses salades en 1990 sur le toit de sa maison et grâce à l'eau de pluie. À l'époque, il en produisait pour ses voisins uniquement. Aujourd'hui, il en est au stade semi-industriel et croit fermement que ce type de culture pourrait aider son pays. C'est dans sa serre, chez lui, la première du genre en Haïti, qu'il partage avec nous sa passion de la culture hydroponique. Nous sommes ici à l'intérieur de la première serre de son genre en Haïti. Le terme anglais, c'est Soilless Controlled Environment Agriculture. En fait, c'est l'agriculture hors sol, un environnement contrôlé. Au moment où nous parlons, il pleut à l'extérieur et il fait bon à l'intérieur et l'humidité et la température sont exactement ce qu'il faut pour que la plante se trouve à l'aise et puisse croître correctement. En fait, j'ai vu cette expérience-là exposée aux États-Unis pendant mon temps en exil. Et je me suis dit qu'une fois revenu chez moi, j'allais essayer de voir comment cette technique de production agricole peut être appliquée à notre pays. Et c'est ainsi qu'à mon retour, en 1990, j'ai commencé cette expérience sur une petite table de 1 mètre carré. Et au fur et à mesure, un peu par le fond de ma culotte, j'ai appris comment composer les nutriments, j'ai appris comment la plante réagissait à différentes injections de nutriments. Et en fin de compte, au fur et à mesure, j'ai demandé à mes voisins d'être des cobayes. Ils ont bien apprécié et au fur et à mesure, et Nancy était l'une de ces cobayes. Et puis, au fur et à mesure, les gens se sont intéressés à ce que je faisais. Et la demande ayant augmenté, j'ai colonisé en quelque sorte une petite galerie de Madame Benoît. Et ensuite, j'ai colonisé son toit. Il a fallu négocier pour cela. Et en fin de compte, la demande, encore une fois, dépassant la production du toit, j'ai commencé à creuser dans la montagne, dans ma cour. Et c'est ainsi que pendant 12 mois, j'ai eu 12 hommes à creuser à travers le roc des citernes qui sont en dessous de cette plateforme et qui ont une capacité de 100 000 gallons d'eau de pluie. Je produis l'hydroponie avec de l'eau de pluie. Et en fin de compte, au fur et à mesure, j'ai préparé la surface de production et ce n'est qu'au dernier moment que j'ai ajouté cette serre que vous voyez et qui, en fait, contrôle l'environnement et la qualité de la plante. Elle protège la plante contre les insectes, de sorte que je n'utilise pas d'insecticides, pas de pesticides. Et les engrais que j'utilise sont des engrais qui sont tirés de la terre. À partir de ce moment-là, le contrôle de qualité se fait parce que la plante est dans un environnement qui lui plaît et sa croissance est presque prévisible. De sorte que dans la planification, nous pouvons, suivant l'époque de l'année, suivant la luminosité du soleil, prévoir combien de temps ça va prendre de la semence à la récolte. C'est une science qui est très intéressante et qui surtout est très applicable pour nous. Pourquoi? Parce que chez nous, nous souffrons d'un régime de minifundia.
la loi sur l'héritage ne met pas de limite à la parcellisation de la terre, de sorte que l'héritier de la troisième génération hérite d'une parcelle de terre qui n'est plus exploitable avec les méthodes ordinaires. Et ce que j'ai voulu prouver par cette aventure, c'est que l'on peut produire hors terre. Nous produisons ici sur du béton. Or, nous pouvons produire également sur la rocaille, pourvu que l'on ait de l'eau. Et j'ai prouvé également qu'en captant l'eau de pluie, nous pouvons suffire aux besoins des plantes. Donc, il s'agit simplement d'avoir la volonté et la vision, et surtout l'acceptation de marché qui peut être sûr que les produits qui sortent de nos jardins sont des produits sains, propres. Et enfin, nous avons eu une escalation de la demande, surtout après cette période de choléra. Les gens se sont rabattus sur notre production car elle était garantie de salubrité et même les gens qui touchent à nos plantes le font avec des mains gantées. François Benoît a dédié sa vie à Haïti, qui ne le lui a pas bien rendu. C'est la tragédie de ce pays et de celle de millions d'Haïtiens exilés notamment en diaspora à cause des multiples dictatures qui se sont succédées dans ce pays après celle de la redoutable et sanguinaire dynastie des Duvalier et des Tontons Macoute. Monsieur Benoît, né dans le sud, dans la ville des Cayes, souhaitait devenir un ingénieur électricien, mais sa famille n'en avait pas les moyens. Après avoir passé une année à la faculté de droit, il opte pour les arts militaires et s'enrôle dans les forces armées d'Haïti. Comme cadet, il brille à l'académie militaire et devient très vite enseignant au camp d'application. Il se distingue d'une telle manière qu'il sera choisi par l'armée américaine comme enseignant à l'école militaire des Amériques, la fameuse School of the Americas. À l'époque, François Benoît brise aussi les records comme tireur d'élite pour Haïti. Malheureusement, son talent se retournera contre lui le 26 avril 1963. Et je suis fier de dire que lorsque j'ai été expédié à Panama pour suivre les cours d'entraînement avec l'armée américaine, le commandant de l'école, le colonel Himes, a écrit une lettre assez flatteuse au quartier général de l'armée, sollicitant que je revienne à la base comme professeur à l'école des Amériques. Cette fameuse école, dit-on, où l'on forme tant de dictateurs. Bref, je suis un technicien en arts militaires et j'ai enseigné à pas mal d'officiers et de cadets qui sont devenus après chefs d'État ou je ne sais quoi. Maintenant, pendant ma carrière militaire et depuis cadet, j'ai été le premier à briser le record qui avait été établi depuis 1954 par le général Hilaire. Et j'ai battu son record de tir et je pense que mon record a duré pendant assez de temps après mon passage à l'académie. Le 26 avril 1963, suite à la conspiration Odora, car on ne peut pas délier les deux, suite à la conspiration, environ 60 officiers de l'armée avaient été sommairement révoqués. J'étais le deuxième nom sur la liste. Et en fait, le 25 avril, le 24 avril même, ils sont venus m'arrêter à la maison et n'ayant pas voulu résister, car quand même j'en avais les moyens, j'aurais dans ce cas-là mis en danger la vie de mon propre fils. Je me suis donc enfui et pendant mon absence, il y a eu un attentat contre la vie de Jean-Claude Duvalier, dit-on. Attentat contre sa vie ou bien attentat contre pour simplement essayer de le kidnapper. Mais le fait demeure, c'est qu'on m'a imputé le tir de précision qui avait été exécuté par les frères Barbeau. Et comme je le disais tout à l'heure, sans aucune investigation, ils ont brûlé ma maison et tué au moins 15 membres de ma famille, y compris mon père, ma mère et mon fils qui a disparu depuis. François Benoît va malgré tout prendre sa vie en main et faire carrière aux États-Unis, notamment chez General Motors où il accédera au poste de manager en statistique avant de démissionner pour accepter le poste d'ambassadeur d'Haïti à Washington et de représentant permanent d'Haïti auprès de l'Organisation des États américains. Il démissionne de ce poste après les exactions du général Prosper Avril, alors président de la République, exactions envers des prisonniers politiques, et rentre en Haïti en 1990 pour devenir le responsable de la campagne du candidat à la présidence, l'économiste Marc Bazin. Ce dernier perdra
face à la candidature du prêtre Jean-Bertrand Aristide, et François Benoît se recycle alors dans le secteur privé avant de trouver sa dernière voie. Même Marc ayant perdu à Aristide, maintenant je me suis recyclé dans le secteur privé. J'ai eu à diriger l'ancienne Reynolds Mining Corporation à Miragouane. J'ai également dirigé la première compagnie de télécommunications qui a donné le service Internet en Haïti, c'était la Alpha Communications Network. Et ensuite, je me suis dit, bon, il fallait faire quelque chose qui m'intéressait moi-même. Pendant mon exil, j'ai eu à voir à la télévision une démonstration de la culture hydroponique. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un engouement pour cette affaire et j'ai pensé que par là passait une solution pratique pour les problèmes d'alimentation chez moi. Donc j'ai étudié par moi-même et j'ai eu à faire des expériences, j'ai eu à faire de mauvaises expériences. Finalement, j'ai pu réellement développer une certaine maîtrise et j'ai adapté les concepts à la situation d'Haïti. Et jusqu'à présent, je peux dire que cela marche. Et ça marche même très bien pour François Benoît, qui est désormais le concepteur et propriétaire de la première serre de culture hydroponique d'Haïti, avec une capacité de production de plus de 45 000 salades. Cette culture présente de nombreux avantages. 20% d'espace en moins dans l'agriculture rurale et urbaine et 80% d'eau en moins. Par ailleurs, ce procédé aide à éviter les attaques nuisibles du sol. C'est une méthode saine, rentable et respectueuse de l'environnement puisqu'elle permet l'utilisation de 75% d'engrais en moins. Enfin, elle permet une croissance contrôlée et rapide et une meilleure maîtrise de la précocité des plantes. Technologie innovante, la culture hydroponique de plantes est réalisée généralement sur substrat neutre et inerte. Ce substrat est régulièrement irrigué d'une solution qui apporte les sels minéraux et les nutriments essentiels. François Benoît nous explique ce procédé fascinant. Nous avons ici la préparation du substrat pour la mise en place des semences, quelle que soit la semence. Que ce soit pour la laitue, pour la tomate ou bien pour les herbes aromatiques. Nous faisons croître les semences dans un mélange de perlite et de laine de roche. Rockwool en anglais. Et cette laine de roche, nous l'importons de Hollande. Et elle constitue un médium qui permet l'aération et également la conservation de l'humidité pour que les semences puissent s'épanouir et grandir. C'est donc la première étape, la préparation des substrats. La deuxième étape va consister maintenant à l'introduction des semences dans le substrat. Ici, nous avons la semence qui se fait pour la laitue hydroponique. Nous semons maintenant la laitue frisée verte et nous insérons 2 semences à l'intérieur de ce substrat. 3 jours après se produit la germination. La germination est suivie maintenant de la précroissance. Comme vous voyez ici, les semences ont déjà germé et commencent à grandir. Elles passeront dans cette situation 2 semaines. Après 15 jours, elles sont suffisamment fortes et ont déjà créé suffisamment de racines pour être transplantées à la 3e étape. La 3e étape maintenant va consister à alimenter ces plantules par en dessous avec une solution nutritive qui répond à environ 50% de la force de la solution nutritive définitive. Celle-ci contient les 16 éléments que la plante aurait trouvés normalement dans la nature, en particulier ce qu'on appelle les macro-éléments, nitrogène, phosphore et potassium, et les micro-éléments qui sont indispensables à la croissance de la plante. Nous gérons donc cette croissance et à chaque étape, on donne à la plante la formule dont elle a besoin pour croître et s'épanouir. Après maintenant la précroissance, nous amenons la plante à la dernière étape qui est celle de la production finale. Nous introduisons les petits containers que vous voyez dans des trous qui ont été percés dans les tuyaux. Et les tuyaux eux-mêmes sont irrigués périodiquement pendant 1 minute toutes les 2 heures.
La même solution nutritive recircule et nous réutilisons la même eau et nous rafraîchissons les nutriments 2 fois par jour, une fois le matin et une fois à midi. La plante arrivée maintenant à cette période de croissance finale, il passe environ 2 semaines. Je dis environ parce que dépendant de la luminosité, dépendant des conditions atmosphériques, il se peut que s'il n'y a pas suffisamment de lumière, que la plante demeure ici environ 2 semaines et demie pour qu'elle s'épanouisse à plein rendement. Nous sommes en train de filmer maintenant la Boston Beeb. Elle a subi le même processus que les autres têtes de laitue et elle a constitué au début notre première expérimentation avec la laitue hydroponique. Elle est bien appréciée par le public, mais celle qui se vend le mieux, je dirais, c'est plutôt la frisée verte que les Haïtiens ont appris à apprécier. La frisée verte que vous voyez ici, elle est bien reçue, elle est bien consommée et justement nous ne pourrons pas en produire suffisamment. Plus haut, vous avez ce qu'on appelle la feuille d'érable. Et c'est un nom qui vient de la France et à cause de sa couleur, c'est toujours la même, la laitue est teintée de rouge et la pigmentation est très, comment dirais-je, réceptive à la luminosité. Plus il y a de soleil, plus elle est rouge. Donc c'est pourquoi nous la positionnons à la partie supérieure des pyramides où elle reçoit exclusivement le maximum de soleil disponible. Nous produisons la romaine dont la durée de gestation est plus longue que celle tant des autres laitues que la rouge ou bien la Beeb. Celle-là prendra environ 7 à 8 semaines avant qu'elle ne soit disponible pour la mise au marché. Elle est également bien appréciée par le public et nos clients en général aiment mélanger les 4 différents laitues que nous produisons et ça crée une salade qui répond à différents goûts. Nous introduisons également dans la salade la roquette, qu'on appelle également arugula. Vous voyez ici la roquette produite également hydroponiquement. L'alimentation est contrôlée par ce petit timer qu'il y a au coin. Et 2 fois par jour, nous introduisons les nutriments pendant 15 minutes. Et encore une fois, la même solution nutritive est recyclée pour environ 60 jours jusqu'à épuisement. Alors vous êtes en train aussi de produire beaucoup de plantes aromatiques. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Là on a, je crois, du romarin. D'ailleurs j'ai passé ma main, c'est extraordinaire le parfum qu'on peut sentir. Nous avons ici un début de production de romarin. C'est une plante aromatique qui sert dans la préparation de viande et je ne sais quoi. Nous avons également le arugula ou la roquette, le tibum qui est une espèce de menthe locale, la citronnelle. Nous avons également la ciboulette qui sert dans la préparation de mets et de viande et surtout d'omelettes. C'est très beau, une feuille verte dans des œufs jaunes. Et il y a un engouement maintenant pour les épices en Haïti. Les hôtels et restaurants en raffolent. Et justement, mon problème, c'est que je n'ai pas suffisamment pour l'instant d'espace pour augmenter ma production, car elle pourrait facilement, si elle est augmentée, arriver à satisfaire la demande. Et comment, donc finalement aujourd'hui, tous vos produits sont vendus, M. Benoît? Vous ne pouvez même pas... Tout à fait. Au contraire, la blague chez nous, c'est que lorsque notre production est vendue, nous demandons à l'un l'autre où est-ce que nous allons nous cacher au cas où le client frappe à la porte. Et, heureusement, nous sommes dans une situation idéale où la demande dépasse la production. J'espère qu'à l'avenir, avec notre future production hors de Port-au-Prince, hors de Fermat, à Campérin, que nous pourrons éventuellement satisfaire la demande. Pourquoi vous avez choisi Campérin?
Campérin est pour nous un endroit, je ne dirais pas idéal, mais pratique, parce que nous avons hérité de notre famille d'un terrain découpé par le canal d'Avzac qui amène l'eau de la ravine du sud, du Macaya, vers la plaine des Cailles. Or, ce canal traverse notre propriété et peut nous fournir à la fois l'eau fraîche et pure, qu'il faudra évidemment traiter et désinfecter, mais également l'énergie hydroélectrique, car notre ambition, c'est de domestiquer un peu l'eau qui passe dans le canal en y installant des petites turbines qui, à leur tour, feront marcher des inverteurs pour charger des batteries, nous rendant par là indépendants au point de vue énergétique vis-à-vis de fournisseurs étatiques. Monsieur Benoît, je sais que vous avez toujours admiré le savoir-faire canadien en matière de salade hydroponique, de tout le système que cela demande. Et est-ce que vous seriez intéressé aujourd'hui à des investissements québécois ou canadiens pour votre production de salade qui s'agrandit au jour le jour? Le Canada est presque à l'avant-garde de la production hydroponique. Et en fait, j'aurais souhaité être à même d'attirer des investisseurs canadiens qui peuvent voir avec leur expérience le potentiel de développement de cette technologie, tant pour la satisfaction des besoins locaux que pour la satisfaction de notre commerce extérieur. Et le Canada et Haïti ayant cette symbiose, je pense que c'est l'occasion ou jamais d'arriver à investir peut-être pour la première fois dans ce genre d'activité qui arrivait à pénétrer la nation jusqu'au tréfonds de son existence au niveau de la famille paysanne. Je pense que l'avenir dira que nous aurons raison, parce que si le paysan se développe, le pays pourra se développer avec. François Benoît souligne avoir toujours voulu servir son pays, d'abord en tant que militaire, ensuite en tant qu'ambassadeur et homme politique. Alors, que vient donc faire la culture hydroponique dans ce long parcours ? L'hydroponie, en quelque sorte, est une manifestation de ce désir de service, car si on transpose cette possibilité au niveau de la famille paysanne, on peut donner à la famille paysanne un moyen de subsistance, un moyen moderne de culture. Et je pense que je suis extrêmement enthousiasmé par la perspective de pouvoir encore une fois servir mon pays, cette fois-ci dans un domaine beaucoup plus attrayant que la politique. Malgré tout ce que François Benoît a vécu avec son épouse Jacqueline, à 78 ans, aujourd'hui, il regarde encore vers l'avenir et se dit serein, malgré le retour de l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier en Haïti. Eh bien justement, c'était l'une des conquêtes et l'une des victoires que je n'ai jamais voulu donner à ceux qui m'ont voulu du mal. Que dans moi-même, que dans mon âme, que dans mon être, je transporte toujours cette haine, cette rancœur. Je pense que il nous faut pouvoir, en tant que nation, transcender ce genre de choses et regarder de l'avant et voir dans quelle mesure nous pouvons, encore une fois, servir à l'amélioration du sort de nos concitoyens. Donc, sérénité, oui, parce que Même avec Jean-Claude Duvalier ici ? Je n'ai absolument pas peur de Jean-Claude Duvalier. Et en plus de cela, je pense que lui, il est un produit d'un système. Et il faut viser le système lui-même plutôt que l'individu et même celui qui a servi à renforcer le système. Si on ne s'adresse pas comme on dit en anglais, à the root cause, au facteur causal de ces problèmes, et on aura encore une fois raté le coche. Je pense que nous devons, en tant que nation, réfléchir sur ce qui nous a amenés là où nous sommes et proposer des solutions fondamentales qui atteignent le problème à la source. Le dicton veut que la sagesse permette de mieux résister aux aléas de la vie. Elle nous aide à savourer pleinement les moments heureux et à ne jamais désespérer dans les moments douloureux. François Benoît et son épouse Jacqueline incarnent ensemble cette pensée depuis 54 ans. Alors que les politiciens empoisonnent souvent le pays avec leur salade à Port-au-Prince, celles de François Benoît dans ces montagnes sont-elles un bonheur à regarder, à déguster et un exemple à multiplier.